Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire, qui, comme vous le savez peut-être, pour cette 4e saison, est consacrée aux figures de proue de notre 19e siècle dans tous les secteurs de l'activité humaine. Alors, ce soir, c'est la musique qui sera à l'honneur, puisqu'ils nous découvriront le parcours assez exceptionnel d'une grande artiste, d'une cantatrice, d'une diva, Emma Lajeunesse. Emma Lajeunesse, dite l'Albanie aussi. Emma Lajeunesse, qui est née à Chambly en 1847 et qui est décédée à Londres en 1930. Alors, je dois vous confesser que j'ai découvert sur le tard l'existence et la vie d'Emma Lajeunesse. Peut-être comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Et donc, jusqu'à ce que je découvre la vie de cette femme assez remarquable, j'étais de ceux qui croyaient que Céline Dion était la première grande diva qui avait autant brillé au niveau international, qui avait eu un tel succès, une telle renommée, une telle reconnaissance. Eh bien, pour peu qu'on lise sur la vie d'Emma Lajeunesse, on découvre assez vite qu'elle a eu une prédécesseur de très grand talent, que le sillon était déjà un peu tracé. Sauf qu'un peu comme Céline Dion, Emma Lajeunesse est issue d'un milieu très modeste. Donc, dans un cas Charlemagne, dans l'autre cas Chambly. Elle a aussi grandi dans une famille où la musique était à l'honneur. Sa mère aimait beaucoup la musique, jouait de la musique. Sa mère qui est décédée trop tôt, malheureusement. Et son père était un pianiste qui jouait aussi plusieurs autres instruments. Son père qui, très, très rapidement, va percevoir chez sa fille Emma un très grand talent. Et donc, il va très tôt s'apercevoir qu'il est face à une enfant prodige. Et donc, il va tout faire pour lui procurer la meilleure formation possible. Or, comme vous vous en doutez, dans le Canada français des années 1860, les institutions culturelles étaient presque inexistantes, et donc il fallait s'exiler pour croiser de vrais maîtres dans le domaine de la chanson et de la musique. Donc, la famille Lajeunesse va s'exiler, d'abord à Albany, dans l'État de New York, puis à Paris. Et c'est dans ces deux villes qu'Emma Lajeunesse va croiser de vrais mentors, de vrais professeurs qui vont l'amener à développer tout son potentiel, qui vont l'amener plus loin. Évidemment, le succès de sa carrière par la suite dépend aussi d'une volonté de faire et d'une très grande discipline. Emma Lajeunesse donc va briller sur les grandes scènes du monde. Elle va être pendant très longtemps à l'affiche au Covent Garden de Londres, pendant presque une vingtaine d'années. Elle va aussi être une artiste très en demande dans d'autres capitales, Paris, Milan, Saint-Pétersbourg. Elle fera plusieurs tournées nord-américaines, avec chaque fois une petite incursion à Montréal. La première, d'ailleurs, en 1883, est carrément triomphale, on va en reparler. Et donc, elle est admirée, appréciée, aimée par les mélomanes de toutes les grandes cités de l'Occident. Elle est aussi admirée par plusieurs têtes couronnées. Et l'une d'elles, Victoria, la reine Victoria, deviendra même une amie. Elle développera avec la souveraine britannique des liens tout à fait privilégiés. Pour nous parler de cette femme au destin absolument remarquable, alors nous avons décidé d'inviter l'historienne en chef des séries Montréal et Québec, Québec avec un K, qu'on peut voir sur Télé-Québec. Elle intervient très souvent d'ailleurs dans cette série. Elle intervient aussi souvent dans plusieurs autres émissions sur l'histoire. Elle est formée en histoire. Et au fil des années, elle a développé une véritable passion, une passion, vous allez voir, assez contagieuse pour Emma Lajeunesse. Je vous prie d'accueillir Mme Myriam Wojcik. Bienvenue. Merci. Alors, pendant que vous entendiez ma présentation, vous n'êtes pas étouffé, j'espère, quand j'ai comparé avec Céline Dion? Non, parce que je ne suis pas une puriste. Non? Est-ce que vous trouvez que cette comparaison, en termes de carrière, peut se faire? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a des parallèles, il y a des similitudes. Vous le disiez, d'abord, elles viennent toutes les deux de petits villages, de Charlemagne pour Céline Dion et de Chambly pour Emma Lajeunesse. Ce sont des femmes qui sont issues de milieux modestes, toutes les deux. Vous l'avez dit également, que la musique faisait partie intégrante de la vie familiale.
Et toutes les deux vont connaître, elles vont parcourir la planète, et toutes les deux vont connaître un succès foudroyant. Et je pense que là où elles se rejoignent le plus, c'est dans l'amour et dans la fierté qu'avaient les Québécois pour elles. Emma la jeunesse, Emma Albany, quand elle revient en 1883, elle est accueillie comme une star. C'est une véritable star. Les gens sont fous d'elle, sont tellement heureux de la voir. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ouais. Ce sont également deux femmes qui sont très travaillantes, mais là où vraiment c'est différent, je ne voudrais rien enlever à Céline Dion, mais le contexte est très loin d'être le même. Quand elle naît en 1847, au Québec, il n'y a pas de conservatoire de musique, il n'y a pas d'école de musique spécialisée. Être musicien, il n'y a presque personne. Hein. La plupart des musiciens proviennent de l'extérieur, viennent en tournée ici, et il n'y a pas de disque. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais lu les mémoires de Wilfrid Pelletier, puis il disait dans ses mémoires que quand on voulait faire de la musique, on allait dans les fanfares. Exact. Les Dans fanfares fanfares étaient de quartier. extrêmement importantes. Donc, tout à c'était la fait. voie pour faire de la musique. Oui, ou à Donc, l'église. et Oui. Wilfrid Pelletier, c'est quand même au début du 20e siècle, donc c'est après. Réglons d'abord la question du nom. Je l'ai présenté comme Emma la jeunesse, Emma Albany. Quand est-ce qu'elle change de nom? Qu'est-ce que c'est cette histoire de nom différent? En Expliquez-nous. fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que Albany, ça vient de la ville quand elle a quitté Montréal pour aller s'installer à Albany dans l'État de New York. Or, Albany, dans l'État de New York, la ville, ça prend un Y à la fin. Oui. Le sien, c'est un nom qui se termine en I. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Je vous explique, c'est que quand elle se retrouve à la veille de présenter son premier concert, premier opéra, donc en Sicile, on est en 1869, et là, son maître d'élocution italienne lui dit Je ne veux rien vous enlever, mademoiselle Emma, mais la jeunesse, vous ne ferez pas carrière avec ça. Donc, je ne suis pas sûre qu'il a pris cet accent-là quand il l'a dit. Et donc, il s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nom? Et il s'est mis à regarder dans tous les noms de grandes familles italiennes. Et Albany, c'était une famille qui était presque éteinte. Et or, Albany, donc, c'est un nom italien, et l'opéra, c'est italien à la base. Donc, et elle, ça lui a plu, puisque ça lui faisait penser à sa ville qui lui avait permis de faire carrière en Europe. J'ai dit que vous étiez passionné pour la vie d'Emma la jeunesse. Vous l'avez découvert comment et sur quelle source on peut appuyer notre connaissance de cette femme? En fait, ce que... Qui a eu des biographes très rapidement. Oui, hein? c'est ça qui est fascinant, c'est que elle commence sa carrière en 1869. En 1974, elle a déjà une biographie. Ouais, ouais. Napoléon Legendre, qui est Ouais. avocat, qui est journaliste, va écrire une biographie. Et Donc, elle n'est même pas revenue encore à elle est Montréal. loin d'être venue. Là. Donc, Elle- déjà, elle suscite de Déjà, l'intérêt. oui, la fierté des gens ici. Et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur elle, mais ce sont essentiellement des biographies romancées. Il y a eu une pièce de théâtre, il y a eu un téléfilm. Il y a eu également une certaine biographie écrite en anglais de Victorian Diva et Pierre Vachon de l'Opéra de Montréal qui a écrit une belle synthèse, mais il n'y a pas encore de véritable biographie comme on pourrait souhaiter pour un personnage de cet ordre-là, un peu comme ce qu'on avait écrit sur Maria Callas. En fait, il y en a tellement sur Maria Callas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a beaucoup de photographies et de correspondances. Et ça, c'est une chance incroyable. À la Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly, ils en ont beaucoup. À la municipalité de Chambly aussi, des correspondances avec la reine, avec Charles Gounod, le compositeur, etc. Mais les photographies, pourquoi y avait-il autant de photographies? On est quand même 1860, 1870. C'est le début. C'est Hein? c'est le début, mais c'est surtout Ouais. les grands studios qui prennent en photo les grandes stars, hein, les grands artistes. Il y a aussi, ça aidait à vendre les partitions musicales à une période où ça commence à se démocratiser. Et ça représentait également des cartes de visite. Et moi, je voulais vous montrer. Ça, c'était ma mince contribution. C'est une carte, mais c'est une carte, savez-vous quoi? C'est une carte qu'on retrouvait où? Cartonnée, avec son illustration à Emma Albany, son CV en arrière, dans les cigarettes. Ah bon? Dans les paquets de cigarettes, fin 19e, début 20e, ça, c'était les cigarettes Willys. Non, Wills, excusez-moi, Angleterre, je fume pas. donc? Wills, oui, en Angleterre, exactement. Donc, c'était Imperial Tobacco. Donc, ça, c'est le début du 20e Donc, on siècle. achetait son paquet de cigarettes, puis Ouais. on avait un petit peu de nouvelles sur Albany. Ben, ça faisait de la promotion, évidemment. Pour le Puis- prochain concert. ben, oui, les gens On les, peut imaginer. les gens les collectionnaient. Ah oui. oui. Ah bon, c'est intéressant. Ça a un peu changé, hein, la publicité de cigarettes. Maintenant, on parle d'une grande chanteuse et on a la chance inouïe de pouvoir l'écouter. Donc, nous avons des enregistrements et vous allez nous expliquer ensuite de quoi il s'agit, de quel extrait il s'agit. Donc, on a cette chance
Donc, monsieur le réalisateur, à vous, on écoute Emma Albani. Ah ben, bravo. Ah, c'est pas tout à fait terminé. Mais, Alors, quel est cet extrait? D'où ça vient? alors, j'ai choisi celui-là. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, juste préciser Oui. qu'elle enregistre ces pièces-là. Elle en enregistre 9 au total, mais 8 qui sont des airs d'opéra ou des oratorios entre 1904 et 1907. Et à ce moment-là, elle est à la fin de la cinquantaine et début 60 ans. Or, c'est vraiment une période où, en général, la plupart des artistes, des cantatrices ou des chanteurs ont pris leur retraite. Donc, il faut préciser ça. Personnellement, je trouve ça extrêmement émouvant quand même d'entendre ça. Ce sont des enregistrements. On s'entend que c'est piètre enregistrement. Hein. On entend beaucoup les aigus, on perd dans les graves, etc. Mais cette pièce-là que j'avais choisie, c'était Souvenir du jeune âge d'Hérold. Donc, ça se retrouvait dans l'opéra Le Pré aux Clercs. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand elle arrive en 1883 à Montréal, qu'elle donne ce concert, les gens sont fous. Les gens, elle additionne les rappels et à un moment donné, elle ne sait plus quoi chanter et elle se met à réfléchir. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vais chanter? Puis elle dit, ah, une chanson en français. Et dans cette chanson, pas cette chanson, mais dans cet air-là, elle dit à un moment donné, rendez-moi ma patrie ou laissez-moi mourir. Imaginez-vous en 1883, les gens sont debout, ça applaudit à tout rompre et elle va l'interpréter à plusieurs reprises par la suite. Est-ce qu'on connaît la date de cet enregistrement? C'était entre 1904 et 1907, celui-là précisément, je ne pourrais pas vous dire, mais ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est que c'est quand même une chance. Oui, elle était âgée dans la fin de la cinquantaine, mais il y a des gens, des grandes cantatrices comme une Christine Nielsen, qui était une très, très grande dame de l'époque. Elle n'a aucun enregistrement. Incroyable. Rien. Rayé de la carte. Et quand on regarde des gens comme Caruso, par exemple, Caruso a cette chance, Enrico Caruso, très, très, très grand chanteur, grand ténor, qui a cette chance d'arriver à peu près 25 ans après Albani. Lui, entre le début du 20e siècle et 1920, il fait, si ma mémoire est bonne, il fait près de 400 enregistrements. 400 enregistrements, ça permet de promouvoir, hein, de le rendre célèbre. Donc, c'était une chance pour lui. Extraordinaire. Alors, maintenant, parlez-nous, faisons un petit retour dans le temps, un mot sur son milieu d'origine. Alors, donc, à quoi ressemble Chambly en 1847 et parlez-nous un peu de ses parents. Quelle était cette famille au juste? Aussi sur le plan social, qu'est-ce qu'il faisait? D'habitude, en fait, Chambly, elle naît donc à Chambly en 1847. À ce moment-là, c'est un petit village, 700 habitants. C'est un village d'agriculteurs. On dit qu'elle est née en 1847. Les historiens s'entendent sur cette question-là maintenant, mais ça a été longtemps... on n'était pas sûr de sa date de naissance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas retrouvé son acte de baptême. Et puis parce que dans ses mémoires qu'elle écrit en 1911, elle écrit qu'elle naît en 1852. Elle dit 1852, alors que son premier biographe dit qu'elle est née en 1848 et que sur son acte de mariage et sur sa pierre tombale, il est inscrit 1850. Il y a du monde mélangé. Il y a du monde mélangé. Alors, nous, on dit que c'est 1847 maintenant. Elle est donc l'aînée d'une famille qui compte 3 enfants. Plusieurs enfants sont décédés en bas âge. Elle a sa sœur Cornelia, qui va être une personne marquante, une figure marquante dans sa vie, qui était une musicienne très douée également, qui va étudier à Stuttgart, en Allemagne, et qui va la suivre en tournée pendant une grande partie de sa carrière. Et puis, il y a Joseph Adélard, qui est son frère, qui, lui, va devenir curé et qui va rester au Québec. Son père s'appelle Joseph Lajeunesse. Joseph Lajeunesse, c'est une personnalité très forte. C'est un musicien professionnel.
Donc, il est d'abord organiste, au début à Chambly, dans la petite église du village. Et c'est quelqu'un qui va lui apprendre. D'abord, c'est sa mère, en fait, Mélina, qui est elle-même pianiste amateur, qui apprend à ses filles à jouer de la musique, mais très tôt, parce qu'en 1856, Mélina décède suite à un accouchement. Et c'est Joseph qui prend la relève. Et il va faire une véritable éducation musicale à ses filles. Elles vont apprendre la harpe, elles vont apprendre le piano, à jouer de l'harmonium, à chanter. Il va leur apprendre aussi à parler plusieurs langues. Elle va, par exemple, aller à Plattsburgh à un moment donné, dans une école, pour qu'elle perfectionne son anglais. Elle apprend des cours de grec. Et ce qui le rendait très fier, Joseph Lajeunesse, c'est que sa fille, Emma, savait lire à vue. Alors lui, il s'en faisait une grande fierté, il lui procurait des polkas, des cantates, etc. Puis il fallait qu'elle lise ça tout de suite. Elle savait improviser à la façon d'eux aussi. Et juste pour vous donner raconter une petite anecdote, Joseph Lajeunesse travaille souvent à l'extérieur, puisque comme musicien, il gagne très mal sa vie. C'est encore le cas, mais à l'époque, c'était encore plus le cas. Et donc, il s'en va accorder des pianos à l'extérieur, réparer, et il en profite pour inscrire sa fille dans des concerts. Donc, elle donne des concerts dans les régions limitrophes à Montréal. Et là, elle est jeune, là. Elle est super jeune, elle a 8 ans, à peu près 8 ans, 9 ans. Et là, à Beauharnois, à un moment donné, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des notes à l'intérieur du programme, et avant le concert, il disait aux gens... apportez vos partitions musicales et donnez-la à ma fille et elle va l'interpréter après l'entracte. À un moment donné, à Beauharnois, il n'y a pas un chat qui amène sa partition. Il est en furie. Il le prend personnel. Il dit, vous pensez que ma fille n'est pas capable de le faire? Je vous préviens, j'arrête tout. Il n'y a pas de concert si vous ne m'apportez pas une partition musicale. Alors, il y a un monsieur qui est sorti, qui est allé chez la voisine, il a rapporté une partition et le concert s'est poursuivi. Mais c'est pour vous donner une petite idée à quel point c'était strict. Est-ce que son nom commence à circuler donc dès ce moment-là? Est-ce qu'on considère déjà qu'elle a quelque chose comme une enfant prodige? Oui. Oui? Vraiment. En 1856, elle a 8 ans. Elle donne déjà son premier concert au Mechanics Hall le 15 septembre et elle va en donner quelques-uns par la suite. Et c'est ce qui va faire d'ailleurs que c'est sa réputation qui va la faire entrer au couvent des Dames du Sacré-Cœur, le couvent du Oui, c'est Sacré-Cœur. ça. Parlez-nous un peu de ce couvent. C'est un couvent, somme toute, assez élitiste, hein, je pense, pour une enfant qui est, elle, d'extraction plutôt modeste. Et elle croise, je pense, quelqu'un d'important dans ce couvent. Alors, parlez-nous un peu de cet endroit. Après la mort de Mélina, donc la mère des filles et de Joseph Adélard, la famille s'en va s'installer à Montréal, donc en 1856. Et 2 ans plus tard, Joseph les inscrit au couvent du Sacré-Cœur, qui se trouve à Sault-Récollet à ce moment-là, qui n'a pas encore été annexé à Montréal. Et c'est un couvent donc pour les enfants de bonne famille qui coûte très cher. Ça coûte 100 $ par année, et en plus des cours de musique, etc. Donc, ils n'ont pas les moyens. Et donc, c'est leur réputation qui les précède qui font qu'elles vont être admises. C'est aussi le fait que Joseph Lajeunesse va devenir professeur de musique dans ce couvent-là. Et Sœur Trincano, alors... mais avant de vous dire, Sœur Trincano, excusez-moi, juste vous dire à quel point elle est talentueuse, Emma Lajeunesse. Autant elle est très humble, elle est très discrète. Quand elle arrive devant un piano, elle éblouit tout le monde. Elle va remporter tous les concours à un tel point que très rapidement, on la classe hors concours. On veut donner, c'est l'équité. On veut donner la chance aux autres un peu. La chance aux autres. Oui. Et Sœur Trincano va jouer un rôle très important dans sa vie parce que à cette étape-là de sa vie, Emma Lajeunesse se demande si elle veut devenir religieuse ou faire de la musique. Oui, parce que c'est une femme qui avait une foi assez ardente. Elle était très pieuse et ce qu'elle lui dit, ça vous montrer l'ouverture d'esprit de cette sœur-là à une époque où faire carrière dans le monde lyrique, c'était pas très bien vu par les autorités ecclésiastiques. Elle lui dit, vous savez, mademoiselle Emma, c'est Dieu qui vous a donné cette voix. C'est de votre devoir d'aller l'utiliser, d'aller chanter sur les grandes scènes. Elle est italienne. Elle savait ça. Si ça ne marche pas, si vous n'êtes pas heureuse, revenez me voir et on en reparlera. Et donc, elle l'a écouté et c'est ce qui va faire donc qu'elle va se destiner à cette carrière de cantatrice. Et donc, elle fait ses études à ce couvent, mais son père
sent bien que là, il faut aller un peu plus loin pour avoir les meilleurs maîtres possibles. Et il va déployer une énergie assez considérable pour trouver des fonds et tout ça. Racontez-nous un peu comment il s'y prend et avec les succès qu'on sait. Alors, Oui, c'est au mois de septembre 1962. Il décide de monter un concert bénéfice. oui. Il décide de monter un concert bénéfice. On en parle dans les journaux. Lui, son objectif, c'est de sortir ces deux filles du couvent pour les envoyer étudier à Paris. Et à ce moment-là, tout le monde, quand elle donne ce concert-là, ça ne fonctionne pas. En fait, ça ne fonctionne pas. Il ne réussit pas à remplir sa salle. Et Emma la jeunesse et son père vont conserver une certaine amertume à l'endroit des Québécois à ce moment-là, et c'est ce qui va l'obliger à quitter Albany. Mais ce qui est important de savoir, c'est que à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a au Québec? Oui, c'est ça. Hein, c'est quoi le contexte à l'époque? C'est quoi les institutions? Hein? C'est quoi les institutions? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'école de musique véritablement spécialisée. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Pas de réel conservatoire. Ça, c'est vraiment avec Calixa Laval et Guillaume Couture dans les années 1870, où on va faire pression sur le gouvernement pour qu'on ait un conservatoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a accès à des professeurs privés, souvent d'origine immigrante, des Français, des Allemands qui donnent des cours, ou encore les religieuses, hein, justement dans les écoles de musique, dans les couvents qui vont donner des cours. Et qu'est-ce qu'on peut espérer quand on veut faire carrière en musique? On peut être organiste, on peut être maître de chapelle, on peut peut-être avoir un petit orchestre, mais hein, les grandes scènes, les artistes qu'on voyait sur les grandes scènes à Montréal, c'était quoi? C'était souvent des gens qui revenaient de tourner. C'était des gens soit qui arrivaient de France, soit qui arrivaient d'Italie ou encore des États-Unis. Ce n'étaient pas des Québécois qui chantaient là. Et donc, on n'a pas le choix. Emma Albany n'aura pas le choix de s'expatrier. Et elle va, à ce moment-là, tout le monde va dire, lors du concert bénéfice qu'il donne, il n'a pas suffisamment d'argent, mais tout le monde reconnaît son talent. Mais on s'attaque personnellement à Joseph Lajeunesse. Ah oui? Et c'est un journaliste du journal L'Ordre, qui est aussi en même temps professeur de musique au couvent, qui le prend à partie, mais solidement. C'est un article qu'il écrit sur les enfants prodiges, et ce qu'il dit, c'est que vous êtes en train d'envoyer votre fille dans la gueule du loup, dans un monde où elle va perdre sa vertu. Et ça, c'est très important à ce moment-là, la vertu. Emma Albany était considérée vertueuse, si on la compare avec ces grandes stars de l'art lyrique. C'était quelqu'un qui était rangé, qui était humble, etc. Et c'est ce qui va faire que les Québécois, à l'instar peut-être je ne sais pas si elle est vertueuse, Céline Dion, mais il y a cette humilité, c'est ce qui va faire qu'on va tant l'apprécier au-delà de son talent. Oui, c'est ça, lorsqu'elle va revenir. Mais justement, alors là, elle commence un long exil. Alors, parlez-nous un peu des principaux maîtres qui vont la former dans les principales villes, justement. Alors, comment ça se passe, comment ça se produit? Et la question que je me suis posée, comment tout ça est financé aussi? En fait, 1864, vous faites bien de le dire parce qu'il n'y a pas de subvention de l'État. Hein. Non. À ce moment-là, il n'y a pas de bourse. Donc, on compte vraiment sur des mécènes. Hein. C'est les mécènes, le rôle des gens riches, de l'aristocratie ou de la bourgeoisie est extrêmement important. En 1864, elle quitte le couvent, on la sort du couvent ils s'en vont s'installer à Albany. Joseph Lajeunesse y tient, il veut avoir de l'argent pour financer sa formation. Il s'installe à Albany et là, elle s'en va travailler comme premier soprano dans une église catholique là-bas. Et il y a un monsieur qui va devenir quelqu'un de très important dans sa vie, c'est l'évêque Conroy. L'évêque Conroy qui va croire beaucoup en elle et qui va organiser 2 concerts bénéfices, justement, en 1868, qui vont lui permettre de ramasser suffisamment d'argent pour se rendre à Paris. Et là, je me disais, en lisant là-dessus, j'essayais d'imaginer la petite fille de Chambly qui arrive à Paris. Paris, la grande capitale culturelle de l'Europe, où les Donizetti, les Bellini, les Chopin, les Liszt, tout ça, tous ces gens-là qui sont allés s'installer à Paris, elle arrive là, elle s'en va suivre des cours auprès d'un grand ténor de l'époque qui s'appelait Gilbert-Louis Dupré. Et pendant quelques mois, elle suit des cours là. Et ensuite, elle quitte pour se rendre à Milan, où elle se rend à l'Institut de musique auprès de celui qui deviendra son mentor, Francesco Lamperti.
C'est un homme qui va avoir une grande importance dans sa vie aussi parce que à chaque fois qu'elle en ressentait le besoin, qu'elle pouvait se perfectionner, elle se rendait à Milan et avec ce grand maître de chant, et c'était d'ailleurs son artiste préféré. Et donc, c'est lui qui lui dit, à un moment donné, elle n'a plus d'argent, elle a besoin de travailler. Et il lui dit, ben, moi, ce que je vous recommande, mademoiselle Albany, mademoiselle la jeunesse à ce moment-là, c'est de commencer par un petit théâtre. Petit théâtre, mais un grand rôle. Et c'est lui qui va se dire, qui va lui suggérer de se rendre à Messine, en Sicile, et qui va lui recommander d'interpréter le rôle d'Amina, dans la Sonnambula de Bellini. C'est la contrée de Bellini. La Sicile, c'est là où il est originaire. Il lui dit, si vous vous plantez, il ne dit pas de même, si vous vous plantez, ça risque d'aller mal pour vous plus tard. Mais si ça marche, si ça va bien, attendez à connaître une grande carrière, parce que c'était un rôle qu'avaient interprété toutes les grandes cantatrices. C'était un rôle qui était fait pour une jeune cantatrice avec une voix de soprano léger, un peu comme la sienne, qui lui allait comme un gant. Elle donne son concert, elle présente son spectacle, et c'est un triomphe. Le lendemain, dans les journaux, les gens la surnomment la fille de Bellini. La fille de Bellini, le serein d'Amérique. Et ça, ce sont des le surnoms. serein d'Amérique. Le serein d'Amérique. Et plus tard, ça va être le rossignol canadien. Et tout ça parce que ces voix, hein, c'est ce qu'on aimait à cette époque-là. On aimait beaucoup les trilles et les aigus dans les voix féminines. Et on trouvait que ça avait une sonorité d'oiseau. C'est vrai, oui. Alors, donc, c'est pour ça qu'elle va recevoir tous ces surnoms-là. Et c'est pour ça qu'elle se rend à Messine. Et par la suite, à Malte. Donc, à Malte, qui est une île britannique, sous domination britannique à ce moment-là. Et là, elle a la chance de rencontrer des gens influents et qui vont lui recommander fortement d'aller auditionner à Londres. Oui, c'est ça. Parce que là, à Londres, il y a d'abord un personnage considérable qui va être éventuellement son beau-père, mais un personnage... Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est pas pour ça qu'elle est engagée. Non, en effet, merci de le préciser. Mais c'est quand même un personnage considérable et très influent dans le milieu de la musique à Londres, Frédéric Guy. Donc, parlez-nous de ce personnage qu'elle va rencontrer, qui va jouer un rôle déterminant. Frédéric Guy, c'est quelqu'un de très important dans le milieu de l'art lyrique à Londres. Il est à la tête du Royal Italian Opera, donc Covent Garden, de 1848 à 1878, donc pendant 30 ans. C'est lui qui a parti la carrière d'Adelina Patti, de Christine Nilsson à Londres. Donc, tout le monde veut le rencontrer. Or, ce n'est pas lui qui est supposé aller rencontrer à Londres. Elle a rendez-vous avec Henry James Mapleson, son concurrent. Et ce qu'elle raconte dans ses mémoires, c'est qu'elle arrive à Londres et là, elle est supposée aller le rencontrer, puis il n'y a pas le temps, ou il n'y a pas le goût, ou je ne sais pas, ou il y a d'autres engagements. Alors, il refuse. Et c'est comme ça qu'elle va se rendre. « Ah oui, tu veux rien savoir de moi, je vais aller voir le concurrent. » Frédéric Guy. Mais ce que Henry James Mapleson lui raconte, lui, c'est pas la même anecdote. C'est sûr que c'était peut-être pas bon pour sa réputation. Non. Il était passé à côté d'un grand talent. Lui, dans ses mémoires, ce qu'il raconte, c'est que Emma Albany, elle s'était rendue à Londres et qu'elle avait dit à un cocher « Amenez-moi au théâtre de M. Mapleson » et qu'il lui s'était trompé le cocher puis il l'avait envoyé chez Frédéric Guy. Autre version. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle va signer un contrat de 5 ans au Covent Garden, devenant ainsi la première Canadienne à chanter au Covent Garden. Et c'est en 1872, en avril 1872, qu'elle va faire ses débuts-là. C'est un peu comme signer avec une grande maison de disques. Hein, c'est immense, le Covent Garden. Et elle va y rester 20 ans. 20 ans jusqu'en 1896. Il y a juste 4 saisons, elle n'a pas chanté là. Incroyable. Et elle va donc, ce personnage va jouer un rôle important, elle va être une tête d'affiche du Covent Garden et elle va faire connaissance avec la reine Victoria. C'est quand même une histoire incroyable. C'est elle qui va chanter, je pense, lors du décès, la cérémonie du décès de la reine Victoria. Je pense qu'aujourd'hui, on se représente mal l'incroyable puissance de l'Empire britannique à cette époque. Et elle, c'est une... Comment cette relation prend forme? Non seulement elle fait connaissance, elles vont devenir amies. Oui. En fait, la première fois qu'elle rencontre la reine Victoria, c'est en 1874.
c'est que les saisons d'art lyrique à Londres durent peu de temps. Hein. C'est de avril à juillet. Alors, que faisaient les chanteurs après ça? Ben, ils s'en allaient chanter dans les festivals, dans des concerts, faisaient des tournées et participaient beaucoup à ce moment-là, à cette époque-là, à des soirées spéciales chez des aristocrates. Et Madame, en fait, la reine Victoria, elle, c'était une très grande amateur de musique et d'opéra. Elle assurait le patronage du Covent Garden et or, depuis que son mari était décédé, elle n'y allait plus en personne. Et elle avait même suivi, semble-t-il, des cours avec Félix Mendelssohn. Juste vous dire qu'elle avait du talent aussi elle-même. Et donc, elle invite à chanter au château de Windsor en 1874. Elle interprète un air d'opéra, puis des airs également, des vieux airs de musique écossaise et anglaise qu'appréciait beaucoup la reine. Et elle aime tellement ça, elle apprécie tellement qu'au lendemain de son concert, elle lui envoie des remerciements, mais aussi un collier de perles avec une croix. Et cette croix-là, Emma Albany va la porter à son cou pendant de très, très, très nombreuses années. On la voit sur les photos avec ça. Et c'était donc tout au cours à chaque été, pratiquement, au automne, elle se rendait, que ce soit à Buckingham Palace, que ce soit à Balmoral, que ce soit à Windsor, elle allait chanter pour la reine. Puis à un moment donné, j'ai une petite anecdote pour vous. À un moment donné, elle est à Balmoral, donc la reine Victoria, en Écosse, et Emma Albany et son mari et son fils, parce qu'elle a un fils, sont à quelques kilomètres. Donc, ils ont une petite maison. Et après un concert donné à Balmoral, elle lui dit comme ça, vous savez, Votre Majesté, si vous voulez, vous pourriez venir me rendre visite. Mais, qui pense que la reine Victoria va te rendre visite? T'sais? Personne. Alors, le lendemain, elle retourne chez elle et puis elle reçoit un télégramme écrit par la secrétaire de la reine Victoria. Cet après-midi, la reine aura le grand plaisir de venir vous rendre visite. On espère que le ménage était fait. C'est ça, le ménage pas fait, rien, Ouais. c'est la panique. Ouais. Mais elle dit au moins, elle dit, j'étais un peu énervée, mais elle raconte ça dans ses mémoires, mais au moins j'avais du bon thé. On sait, donc l'honneur était D'une femme sauf. aussi pieuse, ça ne nous surprend pas. Et elle, donc, la reine Victoria va quand même lui rendre visite assez régulièrement. Et comme vous le disiez aussi, en 1901, lors de son décès, elle le raconte, cet événement-là, comme peut-être l'événement le plus touchant, le plus solennel de sa vie. On est dans la chapelle du château, c'est à Windsor, Ouais. la chapelle de Windsor. Et qui est-ce que le roi Édouard invite devant la dépouille à chanter devant la dépouille de sa mère? Il invite Emma Albany et un musicien. Ils sont tous les deux tout seuls. Il n'y a que lui, Édouard, et la famille royale. C'est vous dire à quel point Emma Albany était très importante pour la famille royale et pour la reine Victoria. Elle était le chantre de l'Empire britannique. Sa sujette canadienne. Absolument. On aura l'occasion justement de parler de ses rapports avec le Canada anglais aussi et l'Empire. Juste avant de parler de sa venue triomphale, un mot peut-être sur les grandes scènes qu'elle a faites rapidement. Notamment, elle a été jusqu'à Saint-Pétersbourg. Quelques mots sur le rayonnement international avant de parler de son volet américain. Oui, elle s'est rendue tout de suite. Tout de suite après la première saison Covent Garden, elle se rend à Paris. Paris, c'est un moment important dans une carrière. Premièrement, il faut faire très attention parce que autant, je vous disais que tous les grands musiciens, etc., étaient de passage à Paris, ils vivaient, etc. Il y avait le théâtre italien qui avait une grande, grande réputation, mais les journalistes étaient reconnus comme étant très critiques. Oui. Et donc, quand elle donne son concert, elle interprète des opéras, etc., et la critique est partagée. Donc, la plupart des gens reconnaissent son talent. Elle est en tout début de sa carrière. Hein? Et ceux qui la critiquent vont dire qu'elle est trop maigre. Ça ne change pas. Ça ne change pas ces choses-là sur le corps. Et on va dire aussi qu'elle n'est pas nécessairement à la hauteur de Patti, mais il faut dire qu'on l'avait présentée à Paris comme étant la nouvelle Patti, donc la nouvelle Adelina Patti. Et donc les attentes étaient très grandes, mais 4 ans plus tard, quand elle revient, elle obtient un franc succès. En fait, le seul moment dans toute sa carrière où elle va connaître un véritable échec, c'est à la Scala de Milan. Ah oui. Autre endroit mythique. Oui, en effet. Où elle se rend en 1880. Elle va y interpréter 2 opéras différents, Lucia di Lammermoor et Rigoletto. Rigoletto, je pense. Et lors de son premier concert
avec le ténor qui se trouve sur scène, ils se font huer. Ah oui. Elle n'est pas en voix. Le ténor est tellement en furie qu'il quitte la scène, ce qui va faire un scandale, évidemment. Et quand même, elle était là pour elle devait donner un deuxième spectacle le lendemain, et Oui. elle va le faire. Un mot sur Saint-Pétersbourg, où elle plaît aussi au tsar. Oui, c'est bizarre, c'est oui. spécial pour nous de Oui. penser à ça. Oui. Oui, elle fait une tournée en Russie en 1873-1874 et elle va, Alexandre II, donc, est fort enthousiaste, aime beaucoup sa voix, va lui envoyer des diamants. C'était la coutume de l'époque, on ne payait pas les cantatrices, on leur envoyait des diamants. Et elle va même assister au mariage de la fille unique du tsar Alexandre II en 1874, en janvier à Saint-Pétersbourg, avec le fils de la reine Victoria. Alors imaginez-vous la soirée d'opulence qu'il y avait là. Oui, c'est assez select comme invitation, on imagine. Un mot sur aussi les langues. Vous l'avez dit, hein, donc italien. Dans quelle langue chante-t-elle? Très bonne question. En fait, aujourd'hui, quand on va à l'opéra, on chante dans la langue d'origine. Hein? Si c'est un répertoire français, on chante en français. Si c'est allemand, on chante en allemand. Et il y a des surtitres. À cette époque-là, au 19e siècle, l'opéra italien et le bel canto, entre autres, est très, très en vogue. Donc, on chante les opéras italiens en italien, mais on chante aussi les opéras allemands, souvent en italien, les opéras français en italien. Certains vont traduire dans leur propre langue, mais ce qui est formidable avec Emma Albani, et c'est ce qui va la différencier d'une Adelina Patti, par exemple, parce qu'elles chantent toutes les deux au Covent Garden en même temps, et elles ont souvent les mêmes rôles. Mais Emma Albani devient la représentante, en fait, la grande chanteuse de Wagner, en allemand. Donc, elle le chante au début en italien, et elle va finir par le chanter Wagner, donc des rôles plus dramatiques à Berlin, dans cette langue-là. D'ailleurs, le statut de la diva à l'époque, dites-moi un mot là-dessus. C'est un statut qui s'est peut-être un peu perdu. Bon, là, l'émission va être rediffusée plusieurs fois, mais il y a une grande cantatrice qui vient de mourir. Mais on dirait que c'est plus le même statut. De la manière que quand je vous ai lu, on a l'impression que c'est vraiment de... Alors qu'aujourd'hui, c'est plus le chef d'orchestre, peut-être, qui est la vedette. Oui, les chanteurs sont encore importants, mais ça n'a rien à Oui. voir avec le 19e Non. siècle. Les cantatrices, encore plus que les chanteurs, les cantatrices sont des stars. On ne le sait pas pour rien qu'on ne dit pas Adelina Patti, on dit la Patti. On ne dit pas Emma Albani, on dit l'Albani, on dit la Grisi, la Pasta, la Malibran. Donc, c'est ceux-là qui apparaît au 19e siècle. On les surnomme les divas, on les surnomme les prima donnas. Il n'y a pas d'équivalent masculin pour ça, et ce sont des termes qui vont très rapidement avoir une connotation vers la fin du 19e siècle négative, parce que ça venait avec souvent des cachets faramineux et des demandes absolument ridicules. Hein? Ouais. Comme Adelina Patti, elle pouvait demander, c'était fou là, combien elles étaient payées. Adelina Patti, quand elle se rendait en tournée aux États-Unis, par concert, par représentation, elle pouvait exiger jusqu'à 5 000 $. Fin du 19e siècle, début 20e, Emma Albani, dans sa grande période, quand elle va aux États-Unis, elle est moins payée que ça, mais elle est payée 1 500 par concert. C'est énorme, beaucoup plus que tous les autres. Et oui, comme vous disiez, donc les grands chanteurs, c'est plus à partir du 20e siècle donc, qu'ils vont devenir plus importants. Mais ce qu'on n'imagine pas aussi, c'est que les compositeurs... ces cantatrices pouvaient exiger des choses des compositeurs. Elles pouvaient dire « Enlevez-moi ce petit parti-là à la fin, j'aime pas ça. On entend trop le ténor, ça me vole la vedette. » Ouais, un peu comme les grands acteurs qui des caprices de stars. Oui, c'est ça, qui s'associaient avec des dramaturges et qui voulaient un rôle pour eux, taillé pour eux. Tout à fait. Puis il y avait une concurrence. On ne peut pas imaginer dans ce métier-là la concurrence qui existait entre elles. Qui existait. D'abord, il y avait des rôles qui appartenaient à certaines cantatrices. Je ne touche pas à mon rôle, ça va aller mal. Et Emma Albani, malgré qu'elle était très humble, la plupart des gens l'aimaient beaucoup. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui faisait des vagues. Mais quand même, il existait une concurrence entre ces deux femmes-là. Et le meilleur exemple, c'est celui que m'a raconté Pierre Nadon, qui est un grand collectionneur et qui est un spécialiste aussi d'Emma Albani, le consulté entre autres des archives du journal personnel de Frédéric Gaille à Londres, au Covent Garden. Et il me racontait qu'à un moment donné, l'épisode à Saint-Pétersbourg, entre le mariage de la fille du tsar et du fils de la reine, Adelina Patti est là,
elle chante, elle termine, et c'est au tour d'Emma Albany de commencer. Et là, Patty lui glisse à l'oreille quelque chose. On ne sait pas quoi. Et Emma, c'était très méchant, et Emma Albany se met à pleurer. Et quand elle chante, elle pleure. Donc, on a souvent louangé cette supposée amitié entre les deux, mais elle a quand même remis sa cadette à sa place. Ah oui. Euh, alors, donc, rayonnement dans les grandes capitales européennes, mais rayonnement aussi, donc, en Amérique du Nord. Alors là, il faut absolument parler de cette première, je crois, une de ses premières tournées en Amérique du Nord, et donc de cette visite incroyable, hallucinante, à Montréal. On est en mars 1883. Oui. Racontez-nous. On est en 1883, donc elle a déjà fait des tournées en Amérique du Nord. À partir des années 1870, elle part en tournée. Elle arrive en 1883, grande tournée nord-américaine. Elle commence par la ville d'Albany. Elle retrouve ses anciennes amies, etc. Elle est accueillie aussi très, très bien. Et là, elle franchit la frontière. Donc, il y a un comité d'accueil qui va déjà aller la chercher à la frontière. On a un wagon spécial pour l'amener vers Montréal. Et une fois qu'elle se rend à la gare Bonaventure, alors là, il y a sur place 10 000 personnes qui sont présentes. On est en mars 1883, donc c'est l'hiver. Il y a des racketteurs, c'est la grande époque des clubs de racketteurs. Ils sont 300. Il y a l'orchestre de la bande de la Cité d'Ernest Lavigne, c'est l'orchestre du Parc Sommaire qui joue. Et là, c'est une longue procession et elle est dans une voiture tirée par 4 chevaux et elle se rend à son hôtel, à l'hôtel Windsor. Et une fois à l'hôtel Windsor, il y a tellement de monde qu'elle ne peut pas passer. On est obligé de la prendre sur les bras et de la passer au-dessus de la tête. Donc, c'est comme peut-être le premier épisode de Body Surf. Donc, ça a été vraiment juste pour vous dire à quel point elle a été très bien accueillie. Le lendemain, les commerces à Montréal sont fermés. Elle est invitée à l'hôtel de ville. Tout le gratin politique s'y trouve. Et il y a aussi le poète Louis Fréchette. Louis Fréchette qui aime beaucoup écrire. Qui est le poète national de l'époque. Qui est le poète national et il aime beaucoup les stars. Oui. Il aime beaucoup les stars. Il avait écrit un long poème dithyrambique pour Sarah Bernard, qui était venue 4 ans plus tôt et 3 ans plus tôt. Et là, il écrit, juste vous dire, juste une petite strophe qu'il dédie à Albany. « Ô sainteté de l'art, toujours, toujours niée, ceux-là, grande Albany, qui t'ont calomnié, n'avaient jamais compris ce que c'est que le cœur où le reflet d'en haut mis son cachet de vainqueur. » Et ça continue, ça continue, ça continue. Et ils vont se lier d'amitié, etc. Donc, c'est vraiment un très, très bel accueil. Et elle va chanter 3 fois. Elle donne 3 concerts et c'est La Folie furieuse. L'extrait que vous avez entendu tantôt, c'était... Est-ce qu'on peut dire que ça met un peu, elle tourne le dos à cette espèce de rancune qu'elle pouvait avoir par rapport à ce spectacle bénéfice un peu mitigé de 1862? En fait, dans ses mémoires, elle est très, très fière. Elle le dit à quel point elle est fière d'être canadienne-française. Elle est fière. Elle en parle longtemps de cette tournée au Canada. Elle en parle comme de son Canada bien-aimé. En même temps, on sent de la rancune, une certaine amertume, en disant, mais quand j'avais besoin d'eux, ils étaient où? C'est sûr, c'est sûr. Ils étaient où? Et elle va aussi aller au Canada anglais. Elle va être accueillie par le premier ministre du Canada de l'époque, John A. Macdonald. Alors, comment est-elle reçue et comment elle perçoit aussi ce Canada anglais qui l'accueille? Oui, c'est intéressant parce qu'on doit dire d'abord qu'elle fraye avec la haute. Hein? Oui. On s'entend qu'elle est invitée à dormir avec son mari chez Johnny MacDonald. C'est ce qu'elle connaît de ce monde-là. Elle, je vous parlais de son identité canadienne-française. Ce qui est amusant, c'est que quand elle se trouve à l'extérieur, et elle en parle, quand elle se trouve à l'extérieur aux États-Unis, par exemple, on dit qu'elle est originaire d'Albany, donc elle est américaine. Quand elle est à Londres, on dit qu'elle est sujette britannique. Quand elle est en France, elle s'appelle la jeunesse. Elle parle française, c'est sûr. Mais ce qui est fort amusant, c'est quand elle se met quand elle se met à parler des relations canadiennes, françaises, canadiennes, anglaises. Et elle parle de Wilfrid Laurier, entre autres, qu'elle connaissait bien. Et Wilfrid Laurier, qui est donc le premier ministre du Canada à être un Canadien français. Et elle dit, c'est un bon extrait, mais ça vaut la peine pour comprendre qu'est-ce qui l'habite.
Tenant compte du fait que les Anglais ont conquis les Français au Canada, cela m'a toujours paru curieux qu'un Canadien français puisse être Premier ministre et qu'il soit apprécié des deux groupes. Je crois que l'harmonie qui existe entre les deux nations est due en grande partie à la grande liberté accordée aux Canadiens français par leurs frères anglais. Ces derniers ne s'immiscent ni dans la religion, ni dans le système d'éducation des Canadiens français, qui sont sur un pied d'égalité avec les Anglais et ont les mêmes droits. Les Canadiens français vivent heureux et contents, élevant de nombreux enfants. Ils ont des familles qui comptent habituellement 12 ou 13 enfants, quelquefois plus, et si le nombre est inférieur, ils pensent ne pas avoir fait leur devoir envers leur pays. J'ai épousé un Anglais et j'ai pris résidence en Angleterre, mais de cœur, je suis restée canadienne-française. Je trouve que cet extrait-là, ça démontre qu'elle n'est plus véritablement, ça paraît qu'elle n'habite plus au Québec depuis fort longtemps. Elle est déconnectée de ce qui se passe ici et des milieux modestes également. Et c'est sûr que si des nationalistes avaient lu ça à l'époque, pas besoin de vous le dire, ça, je pense qu'ils n'auraient pas aimé ça. En effet. Mais en même temps, vous l'avez dit, c'est un peu son milieu. Mais il ne faut pas l'oublier qu'elle écrit ça dans ses mémoires. Oui. On le sent qu'elle s'adresse à des Britanniques ou à des anglophones et qu'elle veut leur parler de son pays d'origine. Totalement. Elle écrit ça en 1911. En 1911. Peut-être un mot sur la personne d'Emma Albany, d'Emma la jeunesse. On l'a effleuré ici et là, mais sa personnalité, comment gère-t-elle, par exemple, ce succès? Vous avez dit qu'elle avait d'importants cachets. Qu'est-ce qu'on sait de sa personnalité, de sa gestion de ce succès, de sa discipline? En fait, si on se fie à ses mémoires, elle semble apprécier travailler, fréquenter l'aristocratie, etc. En même temps, c'est quelqu'un de très humble. Tout le monde le note. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un aussi qu'on considère vertueux. Elle a juste un mari. Hein. Patty en a eu 3, d'autres en ont eu 3, 4, etc. Elle s'est jamais divorcée. Elle n'a pas ce type de diva, disons. Exactement. Oui. C'est quelqu'un aussi de généreux. Donc, quand elle est à Montréal, par exemple, elle donne un concert bénéfice au profit de l'hôpital Notre-Dame. Elle va donner aussi quelques centaines de dollars à la ville de Montréal pour les pauvres. Elle en donne également à une sœur qui vient en aide, dont l'Institut aide les aveugles, par exemple. Et elle fera ça aussi à Londres. Donc voilà, c'est que... Oui, et puis parlez-nous un peu justement de son mari. Donc le fils de Frédéric Gaille, qui est-il et combien ils auront des enfants, combien? Donc c'est Ernest Gaille, elle le marie en 1878. Lui, ils vont avoir un enfant, en fait, qui s'appelle Ernest Frédéric Gaille, qui naît 1 an après, donc c'est un seul enfant qu'elle a. Et Ernest Gaille qui va prendre la relève au Covent Garden quand son père, Frédéric, va mourir. Il meurt en 1878. D'ailleurs, c'est un accident absolument tragique, c'est un accident de chasse. Et à un moment donné, il devait monter une clôture, grimper sur une clôture. Il passe son fusil à un ami qui se trouve à côté et par inadvertance, il lui tire dessus et c'est comme ça qu'il va mourir. Et donc, Ernest Gaille va être à la tête du Covent Garden pendant quelques années seulement et par la suite va devenir l'impresario d'Emma Albany. Et puis son fils, il fait une carrière intéressante. Oui, son fils, qui va étudier en Suisse, entre autres, qui est élevé dans la religion catholique, qui va devenir un diplomate et qui va travailler dans les années 30 à Tanger, donc au Maroc, qui va travailler au Venezuela également et qui va venir s'installer à Montréal, donc au cours des années 30 et au cours des années 40, pendant quelques années. Donc, ça montre quand même que, bien qu'elle ait vécu à Londres, elle est peut-être donné ce goût du Québec, du Canada à son fils. Maintenant, vous dites une chose dans votre recherche qui m'a intéressé, c'est sa préparation. Juste pour donner une idée de cette personnalité, comment se préparait-elle lorsqu'elle devait justement chanter avec un équipement qui n'était pas celui d'aujourd'hui, on l'imagine bien, avec des salles qui étaient beaucoup moins sophistiquées au point de vue de l'acoustique. Oui. Donc, comment se préparait-elle? En fait, elle ne parle pas. Elle ne parle pas de la journée. Elle aère vraiment sa maison, c'est très important. Mais une chose qu'elle fait aussi, elle aime s'imprégner de la beauté. Elle aime s'imprégner de l'art. Et ça, c'est quelque chose que les gens au 19e siècle, les artistes faisaient beaucoup. Et elle le fait aussi. Bon, on feuillette des albums où on se rend au musée. Alors, elle se rend au musée, elle s'installe devant des sculptures d'art antique.
Et qu'est-ce qu'on pouvait apprendre en observant ces sculptures-là? On pouvait apprendre comment on se drapait, hein, quelle pose, la gestuelle, etc., qui vont lui servir à l'opéra sur scène et qui vont lui servir également lorsqu'on la prendra en photo. Alors, on arrive déjà à la cinquantaine. C'est le temps de la tournée des adieux. Alors, comment ce tournant-là se prend-il? En fait, sa tournée d'adieu, c'est en 1804. Elle a des tournées d'adieu, des concerts d'adieu. Elle en a plusieurs. 1896, c'est sa dernière saison au Covent Garden. C'est une grosse saison pour elle. Elle interprète 6 rôles différents. Et c'est un grand moment de sa carrière. Elle va interpréter le rôle d'Iseut dans Tristan et Iseut, donc de Wagner. Et c'est la consécration. On en parlait, les journalistes en parlent comme d'un grand, grand moment de sa carrière. Elle va également, par la suite, donc c'est sa dernière saison, par la suite, elle donne des tournées, elle part en tournée. Et c'est formidable. On est à la fin des années 1898, 1904, 1906, etc. Elle s'en va aussi loin qu'en Afrique du Sud. Elle part 3 tournées en Afrique du Sud. Elle s'en va voyager en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, donc dans l'Empire britannique. Hein. Elle s'en va chanter là. Et elle va également interpréter, elle va beaucoup miser sur les oratorios. C'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup, donc aussi dans les récitals, des concerts, des messes, hein, tout le répertoire religieux qui est important dans sa carrière. Et par la suite, donc, à partir des années 10, donc en 1911, elle publie ses mémoires en anglais, comme vous le disiez. Et c'est une période très difficile pour elle par la suite. Oui, de quoi vit-elle, justement, une fois retirée? C'est très difficile parce qu'ils ont perdu énormément d'argent, premièrement, lors de leur dernière grande tournée. Et elle va être obligée de vendre tous ses costumes, de vendre ses bijoux, de vendre ses œuvres d'art également. Et à partir des années 20, là, on ne parle pas juste d'avoir des difficultés financières. Elle vit, c'est ça qui est fou, cette femme qui a vécu ce train de vie-là incroyable va finir dans la pauvreté. Elle finit dans la pauvreté. Dans les années 20, elle reçoit une rente. On est obligé de lui donner une rente, lui verser une rente. L'Empire britannique, le roi, lui verse une rente. Ensuite, il y a Mackenzie King. Hein. On approche Mackenzie King au Canada. On lui demande est-ce que vous pourriez lui fournir une rente? Et le gouvernement refuse. On dit ce n'est pas une sujette canadienne, c'est une sujette britannique. On va demander à Alexandre Taschereau la même chose au Québec. Refus aussi. Par contre, il y aura des concerts bénéfices pour elle. Et le premier a lieu en 1925 à Londres, et c'est à l'initiative de Nellie Melba, cette immense cantatrice. Donc, il y aura Fisher aussi, la jeune cantatrice canadienne qui sera sur place. Quelques jours plus tard, 28 mai, on donne un spectacle bénéfice au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Et là, il y a 400 musiciens sur scène, c'est immense. Là. Les billets ne se vendent pas trop cher pour que le plus de gens possible puissent s'y rendre. Et c'est retransmis en direct à CKAC à ce moment-là, à la radio. Et ils vont récolter 4 000 $ qui lui seront versés. Donc, c'est un moment important pour elle. Et quelques jours plus tard, à Chambly, on va donner un concert bénéfice aussi. Alors, parlez-nous des derniers moments d'Emma Albany. Alors, qu'est-ce qu'on sait? De quoi est-elle décédée? Est-ce qu'il y a eu des échos de sa disparition ici? Elle décède à Londres, donc à l'âge de 82 ans, en avril 1930. Elle va être enterrée au cimetière de Brompton, dans le district de Kensington, où elle avait habité, un district très chic à Londres, où était enterré son mari. Elle était, je me fie à Pierre Nadon, donc, qui a consulté les archives au Covent Garden. Il disait qu'elle était atteinte de démence à la fin de sa vie. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé par aucun biographe. Donc, c'est des moments pour sa santé mentale qui sont très difficiles aussi. Et donc, c'est ça. Donc, c'est des moments très durs. Oui. Est-ce que sa disparition a eu des échos? Est-ce qu'on sait s'il y a eu des échos ici? Un peu. Qu'est-ce qu'on a dit
Quel peu. bilan a-t-on fait de cette vie? Un peu, on en parle quand elle décède dans les années en 1930, en fait, Le Devoir en fait sa une, mais on s'entend, là, on parle de 2, 3 paragraphes, on Ouais. raconte qu'elle a été une grande star, la première à avoir fait le Covent Garden, d'autres, le Passe-Temps aussi, la revue musicale va en parler, mais c'est pas comme à l'époque, hein, elle va sombrer dans l'oubli une certaine façon pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que Gilles Potvin, hein, on va remercier Gilles Potvin, le critique musical, qui va traduire et annoter ses mémoires et qui vont permettre, à partir des années 70, de faire renaître la légende, cette grande Et cantatrice. diriez-vous que c'est beaucoup à la faveur de cette traduction qu'on a, on a comme redécouvert cette Je pense femme? que oui. Je pense que pas juste cette traduction-là. Gilles Potvin a écrit de nombreux articles qui se trouvent dans son fonds à l'Université de Montréal. Il va y avoir par la suite un timbre qui va être produit. Qu'est-ce qu'elle vous inspire en terminant? Il nous reste 1 minute. Si vous avez fait, qu'est-ce qui vous frappe dans ce parcours d'exception? Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est à quel point ça devait être difficile à son époque, en tant que femme. Hein. On n'en a pas parlé vraiment, mais en tant que femme, à quel point c'était difficile. On avait le droit de chanter, on avait le droit de jouer de l'orgue dans les églises, par exemple. Les femmes ne pouvaient même pas chanter au 19e siècle dans les églises catholiques. On pouvait interpréter, par exemple, les messes de Mozart, etc., dans les églises protestantes. Il y en avait, mais il n'y en avait pas dans les églises catholiques jusqu'à la fin du 19e siècle. Et donc, elle naît dans cet environnement-là. Quand on faisait carrière dans le monde de l'art lyrique en Europe, c'était perçu comme des femmes de petite vie. Hein? On est à une époque aussi où l'Église dénonce vigoureusement tout ce qui est l'art, les théâtres. Monseigneur Fabre, Monseigneur Bruchési sont des ennemis jurés des arts, du théâtre. On dit que le théâtre, Monseigneur Fabre dit que l'art est pire que les lectures. Hein, c'est comme un poison qui entre par tous les sens. Et vous savez que Monseigneur Fabre, en 1896, quand il vise spécifiquement Emma Albani, parce qu'il y a un mandement qui s'adresse au curé de sa paroisse, au curé des paroisses, et il dit « N'allez pas voir la grande cantatrice qui se présente en concert ce soir, et même si vous portez des habits de tous les jours, on va vous reconnaître. » Mais heureusement, ces conseils-là n'ont pas été suivis. Exactement. Et nous avons pu l'écouter tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, Myriam, Merci. pour cet entretien.